Les négociations entre les États-Unis et la Russie sur la guerre en Ukraine reprennent de l'élan, laissant présager un nouveau cycle de discussions. Demain, le 23 juillet à Manille, lors du forum des ministres des Affaires étrangères des pays de l'ASEAN, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, rencontrera le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Ce sont les premières pourparlers en face à face entre les deux ministres depuis septembre de l'année dernière. Selon Lavrov, le sujet sera l'Ukraine et les accords d'anchorage. Marco Rubio a confirmé la rencontre et a expliqué pourquoi Washington ne rompt pas les contacts avec Moscou. Il dit que la Russie et les États-Unis, en tant que plus grande puissance nucléaire, ne peuvent pas renoncer au dialogue. En même temps, Bloomberg, citant 3 sources proches du Kremlin, a rapporté que Vladimir Poutine a durci ses exigences de territorial envers l'Ukraine. Il n'est plus d'accord pour rendre à l'Ukraine le moindre morceau de terre occupé. Il exige tout le Donbass. Le Donbass, ainsi que les zones occupées des régions de Soumy et de Kharkiv, il a l'intention de les garder comme zone tampon. Et il ne reviendra à la table des négociations qu'après avoir entièrement occupé toute la région de Donetsk. D'ailleurs, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie lui a promis de le faire d'ici la fin de cette année. Et la veille, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a publiquement révélé un autre canal de communication. À Bakou, du 12 au 14 juin. En juillet, une réunion à huis clos a eu lieu entre d'anciens hauts fonctionnaires russes et allemands où ils ont discuté de la manière de mettre fin à la guerre sans que l'Azerbaïdjan lui-même ne soit au courant. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Bref, discutons-en tous ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, je vous en serai donc reconnaissant. Pour votre abonnement personnel. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a annoncé aujourd'hui qu'il négocierait avec Marco Rubio le jeudi 23 juillet à Manille, lors du forum des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. C'est amusant que les Russes essaient à nouveau de s'accrocher aux accords d'anchorage, qui, comme vous vous en souvenez, n'ont en fait jamais existé. Hier encore, Bloomberg écrivait que la Russie considère que les accords d'anchorage ont perdu leur validité, en raison du durcissement de la position des États-Unis sur l'Ukraine. Au Kremlin, ils ont de nouveau déclaré qu'en Alaska. Les dirigeants des États-Unis et de la Russie, Donald Trump et le nain Vladimir Poutine, seraient soi-disant parvenus à des accords qui prévoyaient une pression sur l'Ukraine, dans le but de renoncer à la région de Donetsk en échange du retour à la Russie de certaines parties des régions de Soumy et de Kharkiv. Mais je rappelle que Marco Rubio est suivi par Sergueï Lavrov. Et après cela, même Vladimir Poutine lui-même a publiquement reconnu en juin qu'aucun accord n'avait en réalité été conclu à Anchorage. Il n'y avait pas d'esprit d'Anchorage. Trump et Poutine n'y sont parvenus à aucun accord. Je le souligne encore une fois, c'est Poutine lui-même qui l'a déclaré. Il dit « Oui, il n'y avait aucun accord. Rien de tout cela n'a eu lieu. » Mais un mois a passé, les Russes pensés sauvages ont tout oublié. Et voilà Lavrov. Aujourd'hui, Lavrov sort ceci. Citation. Nous partons du principe qu'au moins pour l'instant, nos collègues américains ne nous ont pas répondu par un refus à leurs propres propositions faites à Anchorage, qui ont été exprimées et qui sont désormais bien connues de tous. Autrement dit, les Russes, avec un aplomb incroyable, disent à nouveau « Écoutez, il y avait quand même des accords à Anchorage. Voilà, nous y sommes revenus. On ne nous a pas totalement refusés. » Encore une fois, il y a un mois, ce même Lavrov, Poutine, disait « Eh bien oui, il n'y avait pas d'accord. » Un mois passe. Lavrov dit « Eh bien, on ne nous a pas refusé ces accords qui en fait n'existaient pas. » Et Lavrov a également annoncé qu'il comptait interroger Marc Rubio sur les prédictions de Donald Trump selon lesquelles un règlement en Ukraine serait plus proche qu'auparavant. En ce qui concerne les prédictions du président Trump sur l'approche d'un règlement, eh bien, demain, je demanderai à Marc Rubio. D'autant plus qu'il a lui aussi commenté les résultats d'Anchorage de manière assez ambiguë. Et voici la position de la partie américaine dans ce contexte. Marc Rubio a confirmé la rencontre et a expliqué la logique de Washington. Selon lui, la Russie et les États-Unis, en tant que plus grande puissance nucléaire, ne peuvent pas refuser le dialogue et donc, oui, ils vont mener des négociations. Il a affirmé que les États-Unis doivent maintenir des relations avec le gouvernement russe.
La formulation du département d'État américain revient globalement à dire qu'il n'est pas raisonnable de ne pas communiquer avec Moscou, tout en précisant que les États-Unis restent ouverts et ont l'intention de reprendre le dialogue, apporter une contribution utile à la fin de la guerre. Il convient de noter ici que Washington déclare clairement qu'il n'a pas l'intention de rompre les contacts avec Moscou, malgré la guerre et l'absence de progrès. C'est une position avec laquelle nous devrons continuer à travailler. D'un autre côté, cela a toujours été ainsi. Même avec les Russes sauvages, il faut dialoguer, au moins pour savoir ce que ces barbares prévoient et comment ils pensent. Eh bien, c'est une sorte de recherche. Il faut comprendre ce qu'est vraiment cette petite bête. Donc oui, le dialogue avec eux est maintenu. Il est déjà évident que les négociations peuvent prendre une nouvelle tournure, et maintenant le Kremlin fait de nouveau monter les enchères. Ce qui se passe en ce moment est un signe évident que les Russes ont vu une nouvelle opportunité de gagner du temps, soi-disant en menant des négociations. Je vais expliquer ce que je veux dire. Bloomberg, citant 3 sources proches du Kremlin, a exposé la nouvelle position de négociation de Vladimir Poutine, et il s'avère qu'elle est plus dure que la précédente. C'est en général une technique classique des Russes lors des négociations, l'escalade pour obtenir une désescalade. Qu'est-ce que Bloomberg écrit alors ? Premièrement, la Russie n'a plus l'intention de rendre à l'Ukraine aucun des territoires occupés dans le cadre d'un quelconque accord mettant fin à la guerre. Auparavant, à Moscou, on affirmait que l'Ukraine devait renoncer au Donbass en échange de la restitution des zones capturées des régions de Soumy et de Kharkiv. Les Russes, je le rappelle, appelaient en cela l'esprit d'Anchorage, mais à Washington, l'existence de tels accords était niée. Le Kremlin a désormais abandonné ce schéma et affirme cyniquement que les Américains sont responsables, disant qu'ils auraient violé un soi-disant accord qui, je le rappelle, n'a jamais existé en Alaska. Deuxièmement, la Russie a l'intention de conserver les zones occupées des régions de Soumy et de Kharkiv comme zones tampons. Maintenant, Poutine affirme qu'il ne rendra jamais ces territoires, même s'il prend tout le Donbass. Cela nous amène au troisième point, le plus important. Vladimir Poutine cherche toujours à s'emparer de tout le Donbass, et il estime que les négociations ne pourront reprendre qu'après avoir atteint cet objectif. Autrement dit, Moscou n'est prête à parler de paix qu'après avoir pris toute la région de Donetsk, bien qu'il m'est difficile d'imaginer des négociations avec les Russes qui occupent également des parties des régions de Soumy et de Kharkiv. Quatrièmement, à propos des délais. L'un des interlocuteurs de Bloomberg a raconté que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a une fois de plus assuré à Plouchevy une déclaration au dictateur Vladimir Poutine que l'armée russe obtiendra facilement le contrôle total de la partie restante de la région de Donetsk, littéralement d'ici la fin de cette année. Dans le même temps, une source liée au ministère de la Défense de la Fédération de Russie lui-même a déclaré à l'agence que de nombreux militaires considèrent ce délai comme irréaliste et estiment que la date la plus probable serait le milieu de l'année 2027. Autrement dit, Vladimir Poutine a une fois de plus reçu des délais de conquête qui ne se réaliseront jamais. Pourquoi Vladimir Poutine est-il devenu plus dur ? Et voici que Bloomberg cite 2 raisons. La première. Au Kremlin, on considère que les accords informels conclus lors du sommet d'Anchorage en août 2025 ont été rompus. Ici, il faut retenir une idée très importante. Les Russes en amènent toujours les négociations de cette façon, c'est-à-dire qu'ils s'inventent eux-mêmes des accords. Ils ont passé presque 1 an à s'accrocher à ces accords. Puis ils ont reconnu qu'ils n'existaient maintenant pas. Maintenant, ils disent. Ils admettent leur existence, mais accusent les Américains de les avoir violés. C'est exactement la même chose que lorsque Vladimir Poutine a trouvé un prétexte pour déclencher une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, en déclarant que, soi-disant, quelqu'un à l'Ouest avait un jour promis oralement aux Russes de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Personne n'a jamais fait une telle promesse ni conclu de tels accords. Pourtant, les Russes affirment qu'ils existaient et ont été violés, justifiant ainsi une guerre à grande échelle. Ici, c'est pareil. Vladimir Poutine a reconnu depuis longtemps qu'il n'y avait pas d'accord à Anchorage. Peu importe, il lui faut un prétexte. Il affirme que les Américains ont rompu les accords, même s'il n'y en avait pas. C'est pourquoi j'ai un prétexte pour renoncer à toute position de négociation. Et la deuxième raison, c'est la décision de Donald Trump de soutenir un projet de loi visant à imposer des droits de douane allant jusqu'à 100% contre les 5 plus grands acheteurs de pétrole russes. C'est comme si Vladimir Poutine se vengeait de Trump pour une loi sur les sanctions pas encore adoptées. De plus, l'agence souligne séparément le contexte selon lequel, soi-disant, Poutine a durci sa position sur fond d'intensification des frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe, y compris sur Moscou elle-même. Mais tout cela ne doit pas nous induire en erreur.
Avant chaque nouvelle étape des négociations, le Kremlin augmente les enjeux, durcit au maximum les conditions, afin de se donner une marge de manœuvre pour négocier. C'est une tactique de négociation classique des Russes. Rappelons-nous ce que Vladimir Poutine exigeait au début de la guerre à grande échelle. Et ce qu'il exigeait déjà en 2023, ce qu'il exigeait il y a un an et ce qu'il exige aujourd'hui. Et si vous mettez bout à bout cette suite, vous verrez que la position ne se durcit pas. Au contraire, elle glisse progressivement vers le bas. Je rappelle que, au début de l'invasion, cette aberration chauve était affalée dans son fauteuil, disant « Armée ukrainienne, discutons avec vous, car là-bas ce sont des terroristes qui ont lancé la guerre. Oui, on va encore prendre Kiev en 3 jours, etc. Il n'y aura plus d'armée ukrainienne, on va dénazifier. » Vous vous rappelez toute cette rhétorique? À quoi Poutine en est-il réduit aujourd'hui? Il crée des zones tampons car la Russie brûle. Mais comme vous le comprenez, si les négociations entre Lavrov et Rubio à Manille sont la partie publique, il y a aussi une partie secrète à de telles négociations. La veille, Peskov n'a pas déclaré par hasard que le Kremlin était prêt à négocier avec l'Europe, et c'est là que le président de l'Azerbaïdjan a révélé les détails. Ilham Aliyev, lors d'un briefing avec le chancelier allemand Friedrich Merz, a raconté qu'à Bakou, du 12 au 14 juillet, une réunion à huis clos d'anciens hauts représentants de la Russie et de l'Allemagne a eu lieu, consacrée à la recherche de solutions pour stopper la guerre en Ukraine. Citation d'Aliyev, « Notre territoire a accueilli cette rencontre sans que nous en soyons informés. » Je ne peux pas commenter les détails, car nous n'étions pas à cette réunion. Cependant, les données sur les vols me permettent d'affirmer qu'une réunion secrète a bien eu lieu à Bakou. Si cette réunion visait à favoriser la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous ne pouvons que saluer cela. Et après les articles dans la presse, Aliyev a chargé le service national des frontières de l'Azerbaïdjan de mener une enquête séparée. Le chancelier Merz a affirmé n'avoir jamais eu connaissance de cette rencontre. Maintenant, voyons précisément qui était présent là-bas. Du côté russe, la délégation était dirigée par Viktor Zubkov. C'est l'ancien Premier ministre de la Russie et l'actuel président du conseil d'administration de Gazprom. Avec lui à Bakou est arrivé Valery Fadeyev. C'est le président du conseil auprès du président de la Russie. Pour le développement de la société civile et les droits de l'homme. Et Alexei Gromyko. C'est le directeur de l'Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de Russie. Du côté allemand, il y avait Ronald Pofalla. C'est l'ancien chef du bureau du chancelier fédéral d'Allemagne, et Matthias Platzek, ancien premier ministre du Land de Brandebourg. Mon Dieu, j'ai à peine réussi à le prononcer. Et ce n'est pas une histoire isolée. Il s'est avéré que Zubkov, depuis 2024, organise régulièrement des réunions à huis clos avec d'anciens responsables allemands. Les contacts se font par l'intermédiaire de l'ancien Forum Dialogue de Saint-Pétersbourg, qui a officiellement été interrompu après le début de la guerre à grande échelle menée par les Russes sauvages contre l'Ukraine. Mais il est important ici de distinguer les réunions d'affaires des négociations sur le volet politique de la fin de la guerre. C'est un point important. Et alors que Moscou construit des ponts à Manille et à Bakou, elle prépare en même temps un coup de poignard dans le dos. C'est une autre preuve que demain, à Manille, Marco Rubio ne doit en aucun cas faire confiance au cheval russe Sergueï Lavrov. Le chef du centre de lutte contre la désinformation auprès du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, Andriy Kovalenko, a déclaré que la Russie préparait une provocation sous faux drapeau contre les pays de l'OTAN. En particulier, la Fédération de Russie pourrait utiliser des drones déguisés en drones ukrainiens pour attaquer les pays baltes et provoquer des incidents sur le territoire polonais. Le but de telles opérations est de saper la confiance envers l'Ukraine parmi ses alliés, et c'est le GRU russe qui est cette responsable de la préparation et de la mise en œuvre de ces actions. Ce n'est d'ailleurs pas le premier avertissement de ce type. Je rappelle que quelques jours plus tôt, le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, lors de sa visite aux États-Unis, avait également déclaré que la Russie pourrait attaquer un pays membre de l'OTAN, ou simuler une attaque sur son propre territoire, et dans les deux cas utiliser précisément des drones ukrainiens. Eh bien, afin d'obtenir un prétexte pour attaquer les alliés occidentaux de Kiev, en premier lieu la Pologne. Sikorski a expliqué de tels plans par les échecs de la Russie sur le front ukrainien. De plus, on parle de plus en plus souvent des rumeurs concernant une mobilisation en Russie à l'automne et du fait que Poutine serait prêt à ouvrir un second front.
Ce sont également des éléments de pression sur l'Europe dans le but de forcer l'Ukraine à capituler, cette fois par l'intermédiaire des Européens. Maintenant que nous avons rassemblé les faits, analysons ensemble comment ces négociations vont influencer l'Ukraine et ce que prépare réellement le Kremlin. Premièrement, il n'y a aucun assouplissement de la position de Poutine, contrairement aux titres concernant les négociations. La position étant devenue plus dure. Auparavant, il était question d'un certain échange de territoire, mais maintenant Moscou ne cède rien et ajoute aux exigences des zones tampons dans les régions de Soumy et de Kharkiv. Les conditions pour revenir à la table des négociations sont la prise préalable de toute la région de Donetsk. Autrement dit, le Kremlin ne propose pas des négociations, mais une capitulation de fait. Mais ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. Deuxièmement, les délais que le ministère russe de la Défense a promis à Vladimir Poutine pour la prise de tout le Donbass, leurs propres militaires les considèrent comme irréalistes. Et au lieu de la fin de 2026, ils parlent de l'année 2027. Et cela signifie que Moscou ne peut pas remplir elle-même les conditions pour des négociations. Et toute cette construction devient un moyen de gagner du temps. Encore une fois, maintenant Poutine dit « Tant que je n'aurai pas pris le Donbass, il n'y aura aucune négociation ». Mais ces militaires disent qu'il n'y aura sûrement aucune prise d'ici la fin de l'année, donc rien dans les 6 prochains mois. Et en même temps, Lavrov essaie de négocier avec Rubio. Genre, nous sommes prêts au dialogue. Troisièmement, activation de tous les canaux à la fois. Lavrov vers Rubio, Zubkov vers les Allemands via Bakou. Et en plus, la déclaration de Peskov sur la volonté de parler avec l'Europe, sur fond de ce qui se passe à l'intérieur même de la Russie. Je rappelle le contexte. Des raffineries de pétrole en feu et une crise du carburant. Les entrepôts Wildberries incendiés dans 4 régions. Les banques russes prévoient une augmentation du taux directeur à cause de l'inflation liée à la crise du carburant. Les capitaux quitteront progressivement la Russie, et Donald Trump soutient un projet de loi sur des droits de douane à 100% contre les acheteurs de pétrole russe. Autrement dit, Moscou cherche le dialogue non pas en position de force, mais bien sous pression. Quatrièmement, et c'est le plus dangereux pour nous. Pendant que tous ces gestes de négociation ont lieu, le GRU de la Fédération de Russie prépare des provocations sous drapeau ukrainien contre les pays de l'OTAN. Le schéma est évident. À la table des négociations, ils font semblant d'être constructifs, mais par l'intermédiaire du GRU, ils frappent les pays baltes et la Pologne soi-disant avec des drones ukrainiens, afin de nous brouiller avec nos alliés. Si une telle provocation se produit pendant les négociations, elle pourrait porter un coup à notre soutien en Occident plus fort que n'importe quelle déclaration. En somme, c'est pour montrer que les Russes négocient, tandis que les Ukrainiens attaquent en Europe avec des drones pour saboter les négociations, ce qui prouverait qu'ils ne veulent pas la paix. Et cinquièmement, la rencontre à Bakou montre qu'en plus de la diplomatie officielle, un canal parallèle fonctionne à travers d'anciens responsables, et Gazprom. Par le biais du dialogue fermé de Saint-Pétersbourg, et cela se passe régulièrement depuis 2024. Même Aliyev l'a appris grâce aux données sur les vols, et Merz s'en est complètement dissocié publiquement. C'est le cas où l'avenir de l'Ukraine peut être discuté dans son dos par des personnes qui, en fait, n'ont même pas été élues par qui que ce soit. En résumé, demain, le 23 juillet, Lavrov et Rubio vont s'asseoir pour la première fois depuis 10 mois à la table des négociations à Manille et discuteront de l'Ukraine. La position de Moscou est devenue plus ferme à ce moment-là. Aucun retour des territoires, tout le Donbass, des zones tampons dans les régions de Soumy et de Kharkiv. Et les négociations n'auront lieu qu'après la prise complète de la région de Donetsk, ce que même leurs militaires ne croient pas pouvoir achever avant 2027. Parallèlement, un canal secret de Zubkov avec les Allemands à Bakou a été révélé. Le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine alerte sur des provocations du GRU, sous drapeau ukrainien, visant des pays de l'OTAN. La conclusion ici est simple. La Russie s'assoit maintenant à la table des négociations, non pas parce qu'elle veut la paix, mais parce qu'elle est en difficulté. Les dépôts de pétrole brûlent, la raffinerie brûle, tous les entrepôts explosent les uns après les autres, les capitaux fuient le pays. Et en plus, il est possible que Trump impose vraiment de nouvelles sanctions. Et en même temps, la Russie prépare un coup monté pour nous brouiller avec nos alliés. C'est pourquoi, encore une fois, j'appelle à aborder de telles négociations avec la plus grande prudence. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires de cet épisode. Abonnez-vous, activez la cloche et likez. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.